Je vais donc appeler les participants à la troisième et dernière table ronde de cette matinée. Thématique, le destin des îles ou comment se développer sur un territoire à risque. J'appelle donc Monsieur Christian Landry, premier adjoint au maire de la commune de Saint-Joseph. Également Madame Marie-France Beaufils, sénatrice maire de Saint-Pierre-des-Corps et présidente du CREPI. J'appelle également Madame Charlotte Mussig de la DEAL de Mayotte. Madame Marion Sibyllin, urbaniste du bureau d'études MZ Conseil. Voilà. Bonjour, merci à tous, ça y est. Je vais essayer de ne pas perdre de temps pour vous présenter un événement qui a commencé en 2014 et qui n'est pas encore tout à fait terminé, celui d'un éboulis qui a occupé les médias pendant quelques semaines et quelques mois, puisqu'il a fallu déménager une partie d'un village à la passerelle dans la rivière Langevin. Alors, très rapidement, nous avons 3 points. Le territoire, quels sont les lieux, les familles qui ont été concernées et comment nous avons pu réagir. Je passe très vite sur le sommaire que vous avez devant vous. D'abord, nous sommes sur un territoire, malheureusement, où les risques géologiques sont assez récurrents. Sans remonter trop loin dans l'histoire, il faut se souvenir qu'en 1965, le 5 mai, un énorme éboulis de 52 millions de mètres cubes est tombé dans la rivière des Remparts, c'est l'autre rivière de Saint-Joseph, qui a créé un lac artificiel et qui a obligé la municipalité de l'époque a déménagé toutes les familles du village de Rocheplate et de les reloger en catastrophe, partie sur le tampon, partie sur Saint-Joseph. Nous avons eu également, entre-temps, des éboulis récurrents sur les falaises, des roches importantes sur la route, les routes qui mènent au village de la Passerelle ou à celui de Grand Galet, qui est dans la même vallée, avec malheureusement un accident de deux personnes qui ont été tuées sur la route par chute de pierre. Et enfin, nous avons à la Passerelle même, dont vous apercevez une partie du village sur la droite de l'écran, eu tout au long de ces années, dans les 10 ou 15 dernières années, des chutes de pierre qui faisaient partie, entre guillemets, un peu de la vie quotidienne. Mais plusieurs fois, des éclats de roches qui ont éclaté en frappant le sol, des éclats qui sont donc partis à l'horizontale, ont impacté les toitures des maisons que vous voyez, les deux maisons grises qui sont en haut de l'écran, et une partie de ces éclats était tombée aussi dans la cour de l'école. Donc cette partie importante de ce village se trouvait menacée, d'autant plus qu'en 2011, nous avons eu à nouveau derrière l'usine un gros éboulis. En 2012, il a fallu à ce moment-là prendre des mesures beaucoup plus importantes et sécuriser l'école qui se trouvait, je reviens une seconde en arrière, l'école ce sont les bâtiments à toit orange que vous voyez. Et des galets étaient tombés à l'arrière dans la partie verte à côté de ce que vous pouvez apercevoir qui est le filet de protection qui a été installé en 2012. Donc il a fallu prendre des décisions et l'idée de mettre un filet de protection, un mur de protection et de nettoyer l'arrière en pied de falaise pour que les galets n'explosent pas sur d'autres galets précédents a été décision qui a été prise donc de maintenir la population sur le secteur avec ces travaux de confort. En 2014-2015, nouveau problème, des roches tombent et arrivent
tout près d'un terrain de jeu qui était à côté de l'école, frappe des murs de maison et apparemment une grosse mâche rocheuse de 400 mètres cubes était en équilibre instable en haut de la falaise qui fait à peu près 300-350 mètres de haut. Donc la question s'est posée, que faut-il faire? Et là, la décision a été prise, nous allons vers une évacuation des 15 familles qui sont en première ligne, en pied de falaise, et la fermeture de l'école. Difficulté importante dans la mesure où les chutes de pierre, les travaux qui avaient été faits précédemment avaient donné l'impression que le danger était maîtrisé et les familles n'ont pas compris tout de suite que cette évacuation allait vraisemblablement être une évacuation définitive. Nous étions le 9 novembre et tout le monde pensait 2014 et tout le monde pensait que tout serait fini à Noël, un peu comme en 1914, on pensait que la guerre s'arrêterait à Noël. Eh bien, ça a été un peu la même chose. Les gens pensaient que, en toute bonne foi, c'était un événement qui se tasserait et qu'on reviendrait dans les maisons. Il a fallu gérer, il a fallu leur annoncer, au fur et à mesure que les différents services nous donnaient leurs évaluations et les trajectoires possibles, ça demande toujours un certain temps, pour progressivement dire aux familles, ce n'est pas une question de semaines, c'est plutôt une question de mois, et il a fallu dire assez vite, c'est plus tellement une question de mois, ça sera sûrement une question d'années. Et là, nous avons eu des difficultés. Il a été très difficile de faire comprendre aux familles qu'ils allaient perdre définitivement leur maison. 76 parcelles ont été repérées de propriétaires sur le cadastre, dont certaines étaient difficiles dans la mesure où c'était de vieux occupants et on avait quelques noms. Il a fallu retrouver les gens. Une ou deux parcelles sont d'ailleurs restées sans propriétaire véritable. Il y avait 5 de ces parcelles qui appartenaient aux administrations publiques, notamment celles sur lesquelles était implantée l'école, et 40 parcelles en pied de falaise, donc 15 avec les maisons, l'école et le terrain de sport au milieu des maisons. Et étaient donc directement concernées 15 familles à qui il a fallu, avant le Noël, notifier des arrêtés d'évacuation et fermeture définitive de l'école et du plateau sportif. Ceci a entraîné automatiquement la mise sous surveillance du site, les gens ayant laissé leurs affaires dans leur maison, leurs animaux, même parfois dans les cours, étaient obligés de venir les nourrir pendant 1 heure ou 2 dans la journée, et il fallait assurer le gardiennage la nuit des propriétés. Une partie des familles, 3 ou 4, avaient trouvé à se reloger chez d'autres membres de la famille dans la zone non évacuée, ce qui permettait aussi d'avoir un œil sur leurs biens. Pour répondre à cette difficulté, c'était un vendredi, donc pendant tout le week-end, on a mis en place une sorte de PC d'urgence qui était une cellule unique et l'unique entrée pour toute communication des familles et des différents partenaires. Ce point central s'est révélé essentiel dans le dispositif, d'autant plus qu'il a été assuré 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours. Donc, autour de cette cellule d'urgence avec un numéro dédié, un numéro d'appel dédié, gravitaient bien sûr tous les services de la mairie, les partenaires institutionnels, les partenaires privés et les élus qui avaient été mobilisés, qui étaient aussi en rapport direct, non seulement avec la cellule, mais en rapport direct avec les familles sur le terrain. Très rapidement aussi,
nous avons comme personne active dans la cellule le maire, ses élus et le cabinet, mais nous avions constamment 12 services en vigilance totale dans le service interne à la mairie, la direction générale qui assurait toute la coordination et les services techniques, etc. Enfin, vous les avez sous les yeux. Et en troisième rideau, si j'ose dire, nous avions les 18 partenaires extérieurs et il faut relever, entre autres, le partenariat extrêmement attentif et vigilant de la sous-préfecture de Saint-Pierre avec une implication personnelle du sous-préfet de l'époque. Pour ce qui est du traitement humain, eh bien, on a vécu les étapes malheureusement traditionnelles, même s'il n'y avait pas de pertes humaines, même s'il n'y avait pas de dégâts très, très visibles, puisque l'essentiel du risque était dans cette masse rocheuse très fissurée, à 300 mètres d'altitude, quasiment à la verticale du village. Donc, c'était plus une épée de Damoclès qu'un véritable accident qui se serait produit. Nous sommes loin de la faute sur mer, par exemple, des choses comme ça. Donc les gens, il fallait les persuader qu'il y avait un réel danger. Leur réaction, bien sûr, après le choc de cette annonce, a été de dénier toute importance au phénomène. Donc ça a été la période des jours qui ont suivi le 9 novembre, je vous disais, en gros jusqu'à Noël. Et même si le premier adjoint a une tête de Père Noël, ça n'a pas servi à calmer les choses. Donc, au fur et à mesure que nous étions obligés de communiquer, enfin obligés, par nécessité bien évidemment humaine, de communiquer avec la famille, il fallait essayer d'avoir des rapports d'expertise le plus fiables possible. Or, vous êtes aussi bien placé que moi pour savoir qu'un rapport d'expertise, ça ne s'invente pas en quelques heures. Il faut non seulement plusieurs bureaux d'études, le BRGM, etc., pour avoir des réponses qui ne peuvent être que progressives. Et donc, il a fallu progressivement annoncer aux familles quelle était l'ampleur des véritables risques. Donc, a commencé ensuite une période très douloureuse, avec des réunions nombreuses avec les familles, aussi bien en mairie que sur place, etc. Des crises de nerfs, des gens qui se roulaient par terre en crise d'hystérie, etc. Et il a fallu gérer au mieux avec l'établissement d'une cellule psychologique vers l'hôpital. Colère des usagers et au fur et à mesure qu'on relogeait les gens, d'abord en urgence dans des gîtes, puis ensuite dans des logements, on a vu apparaître une sorte d'apaisement, et notamment avec les différents marchandages qui les ont confortés dans le fait qu'ils avaient un choix dans leur location. Et il y a eu une phase d'apaisement lorsque les premières évaluations par les domaines de leurs biens qui allaient être expropriés se sont fait jour et ils ont été relativement bien acceptés. La communication s'est faite individuellement à chaque famille pour les propositions de paiement. À l'heure actuelle, nous sommes dans une phase de dossier déposé pour le fonds Barnier et en attente des indemnisations. Rapidement, quelques chiffres. 42 personnes dans les familles concernées, 36 enfants de l'école qui ont été intégrés dans l'école de Langevin à 5 km de l'école primitive. Tout s'est bien passé dans la mesure où les enfants ont trouvé des classes à niveau unique. Ils quittaient des classes à double niveau. Donc, ces 36 enfants ont été relogés à la grande satisfaction maintenant des familles, même si au départ, chaque matin, les familles suivaient le bus jusqu'à l'école de Langevin pour vérifier qu'ils étaient en sécurité. Enfin, les différents soutiens aux familles, aussi bien juridiques, administratifs que financiers,
Pour donner quelques chiffres, en 2012, 105 000 euros, en 2014, 270 000, et à l'heure actuelle, 2 850 000, dont une partie des fonds Barnier. Réactivité, coordination de chaque instant et surtout synergie de tous les acteurs. À ce jour donc, toutes les familles ont été relogées et sont en attente des indemnisations. Je fais vite, mais je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Monsieur le premier adjoint au maire de Saint-Joseph, Christian Landry, pour cet exemple donc réunionnais, l'évacuation en 2014 du quartier de la Passerelle. Vivre, vous avez parlé, monsieur Landry, d'épée de Damoclès, vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, vivre face à un danger. Pour avoir un autre exemple, nous allons prendre la direction du bassin de la Loire, là où une partie de la population vit avec le risque de crue exceptionnelle. La parole est à vous, madame Marie-France Beaufils. Vous êtes sénatrice maire de Saint-Pierre-des-Corps, également présidente du CEPRI, le Comité européen de prévention du risque d'inondation. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais moi aussi remercier l'ADA, la région et le département de nous avoir invités à cette initiative qui est fort intéressante et qui peut nous permettre en effet aussi peut-être de mesurer que quel que soit le point où nous sommes en métropole ou ici à l'île de la Réunion et dans bien d'autres pays, les questions du réchauffement climatique sont de vrais sujets qui vont nécessiter qu'on prenne vraiment l'ampleur des choses à traiter face à nous. Et je voudrais d'ailleurs à cette occasion remercier Paul Vergès, que j'ai bien connu, qui a été un de ceux qui a été fortement porteur de ces sujets, y compris à l'échelon national, puisque son dernier discours au Sénat en tant que doyen a été sur cette question du réchauffement climatique lors de sa dernière élection. Saint-Pierre-des-Corps, c'est donc une ville qui est installée sur le fleuve Loire. Nous avons un petit problème technique, mais qui va se résoudre en même temps que je parle. C'est une ville qui est très concernée par les risques d'inondation, puisque si nous avions une crue du même type que celle de 1846, 1856 ou 1866 sur la Loire, nous serions entièrement les pieds dans l'eau, entre 2 et 3 mètres d'eau sur l'ensemble de la ville. Donc ce n'est pas un sujet qu'il faut négliger lorsque l'on réfléchit à notre avenir. Ce risque d'inondation est lié, quand on a conjugaison des crues de l'Allier et de la Loire, quand elles sont concomitantes, et qu'on atteint plus de 6000 mètres cubes secondes dans la confluence de l'Allier avec la Loire, et qu'en plus, la Loire n'arrive pas à déverser son flot dans l'Atlantique, qui, lui, est en situation de grande difficulté. Pardon de vous interrompre, vous avez de nouveau les images, madame Beaufils. Pas de problème, mais je les prendrai après, donc Très ça bien. va. Donc, nous sommes face à une situation qui, même si elle n'est pas fréquente, a pu être fréquente, puisque 3 fois sur 30 ans, c'était quand même déjà suffisamment inquiétant pour qu'on regarde cette situation. Alors, nous savons que nous pouvons évacuer la ville, puisqu'on a 48 heures à notre disposition entre les 6000 mètres cubes secondes au bec d'Allier et l'arrivée de la crue sur notre territoire, mais on ne peut se satisfaire de l'idée d'évacuer un territoire. C'est quand même 300 000 habitants qui seraient concernés. C'est très lourd et ça n'est pas si simple à réaliser que cela. On a fait des essais qui le montrent. Le risque premier, donc, sur la Loire, c'est la question de la rupture de digue. Alors, comme pour d'autres sujets qui ont été abordés depuis ce matin, une digue, généralement, c'est considéré comme un outil protecteur. Donc, on se sent bien derrière la digue. On a tendance à se dire, on est protégé, on n'a pas de problème. Eh bien, c'est là où je dirais qu'on a un sujet qui a été véritablement important,
c'est d'analyser justement comment pouvait se produire une rupture de digue, comment pouvait se produire une inondation de notre territoire. Et nous avons eu la chance de bénéficier, dans le cadre du plan Loire Grandeur Nature, d'une étude faite par Nicolas Campus, qui était le géographe hydrologue qui nous a permis d'analyser comment une crue pourrait se reproduire à nouveau et qui nous a fait une simulation de cette crue, mais à la période dans laquelle on vit aujourd'hui et non pas telle qu'elle s'était produite dans les années 1846, 56 ou 66. Et c'est grâce à ce travail que l'on a pu mesurer comment nos territoires pouvaient être impactés. J'ai voulu aborder cette question sous cet angle, d'abord parce que le CEPRI, le Centre européen de prévention des risques d'inondation, est né de ce travail et de ce diagnostic qui avait été réalisé à ce moment-là, parce que c'est grâce à ce diagnostic que les élus ont commencé à changer dans leur conception, dans leur analyse de la façon de traiter l'avenir de leur territoire. Donc je voulais venir sur ce premier point dans ce domaine. D'autre part, quand on analyse la situation, on se rend compte que la digue, elle peut nous protéger, mais quand on arrive à la crue, à la grande crue de donc 1866, pour prendre celle-ci, eh bien si le franc-bord qui est au pied de la digue du côté du fleuve est très étroit, l'arasement par l'eau de ce pied de la digue peut amener à ce que la digue se rompt. Et dans ce cas-là, quand on a rupture de la digue, c'est donc le flot qui s'en va sur la commune et qui nous pose ce véritable problème. Cette analyse, on l'a menée avec une association des communes riveraines de la Loire pour nous permettre de faire partager très largement aux communes concernées comment on pouvait traiter notre avenir, l'avenir de nos territoires. Vous savez que les populations se sont bien souvent développées le long des fleuves, parce que l'eau est l'élément vital, donc logique qu'on s'y installe, sans obligatoirement toujours prendre en compte le risque de façon immédiate. Et donc les digues étaient venues pour protéger ces populations. Eh bien là, on est reparti de cette analyse que ces constructions se sont faites, 300 000 habitants, je vous ai dit, de nombreuses activités économiques. Tout déplacer n'est pas la solution, même si je viens d'entendre ce qui s'est passé donc sur l'île de la Réunion pour un sujet qui pouvait en effet la nécessiter ce déménagement. On a donc estimé qu'il fallait réfléchir autrement à cet avenir. Cet avenir, il est possible parce qu'on a une appropriation de la connaissance du risque d'inondation par la population, une appropriation de la connaissance par les élus, c'est-à-dire là aussi avoir tous les outils à notre disposition, et notre association a permis de fortement contribuer à cela. On a mis en place les plans communaux de sauvegarde, on a travaillé sur les plans de prévention des risques d'inondation, et puis dernièrement, on a aussi bénéficié du fait que comme nous sommes territoire à risque important, on a postulé pour être atelier national et on a mené un travail très très important avec le cabinet Aubras et Frédéric Bonnet qui en est l'animateur pour définir l'avenir de nos territoires. Mais nous avions un petit peu anticipé sur Saint-Pierre-des-Corps et nous avions considéré que le fait de prendre en compte simplement ce que proposait le plan de prévention des risques d'inondation, c'est-à-dire intégrer que si nous avons une remontée de la nappe phréatique, il faut au moins avoir le rez-de-chaussée de la maison à 50 cm au-dessus du sol. Sauf que 50 cm au-dessus du sol, comment pour répondre à la règle de l'accessibilité handicapée, on résout le problème pour arriver à ce premier niveau normalement de vie. Mettre des rampes à chacune des maisons que l'on construit n'est pas très intéressant. Faire des monticules de terre pour qu'on soit au-dessus, normalement, on ne doit pas remblayer sur un territoire inondable. La situation n'était pas très simple. Or, si on a une grande crue du type de celle de 1866, je vous ai dit tout à l'heure, on peut très bien se retrouver avec une rupture de digue et avec 2 à 3 mètres d'eau dans la ville. Donc on a considéré que si on voulait véritablement
que la population puisse continuer à avoir une espérance de vie sur nos territoires, si on voulait faire que le retour à la vie normale soit le plus rapidement possible, donc que le territoire devienne résilient, puisque c'est le terme généralement utilisé, il fallait que les biens soient beaucoup mieux protégés et que les habitants puissent être en situation de mieux retrouver leur habitat après l'avoir quitté si c'était nécessaire, mais qu'on puisse très vite revenir à une vie normale dans les lieux. Donc on a commencé à travailler sur de l'habitat, comme vous le voyez ici, où le premier niveau habitable n'est pas au niveau du rez-de-chaussée, mais bien au niveau du premier étage. Et la partie du rez-de-chaussée, elle est consacrée à quoi? Alors, je ne sais pas si la souris... Voilà, la souris fonctionne, c'est très bien. Ici, sur la partie du rez-de-chaussée, bien, c'est tout simplement une transparence ici. En dessous, vous avez la voiture qui peut s'installer. Ce n'est pas un garage fermé, c'est ouvert. La voiture peut s'installer quand la population part. Elle part avec sa voiture, mais l'eau va pouvoir traverser et passer dans le jardin sans aucun problème. Et toute la vie se tient sur les deux niveaux que nous avons au-dessus. Ça, c'est un premier exemple. Et puis, vous voyez qu'on a fait des relations entre les parties habitées également, c'est-à-dire que le deuxième niveau peut être habité par une autre famille, et on a la relation qui se fait par des circulations extérieures également, toujours avec cette idée de la plus grande transparence pour que l'eau puisse aussi s'écouler. Un deuxième exemple, ici, on est plus sur des maisons d'habitation. Alors pourquoi je vous ai mis cette image? Parce qu'ici, vous voyez une petite coursive. Eh bien, c'est tout simplement la possibilité que l'on donne d'accessibilité handicapée. Hein, on a aussi cette obligation, même dans des territoires soumis au risque d'inondation. Et donc, entre toutes les maisons que l'on a construites dans cet ensemble d'habitats, eh bien, vous avez une coursive qui relie les maisons entre elles, et au bout de cette coursive, un ascenseur qui va permettre l'accessibilité handicapée pour tout le monde. Alors bien sûr, ça ne peut se faire que quand on est dans un projet d'ensemble, avec un certain nombre de maisons d'habitation, sinon pour chacune des maisons, on aurait beaucoup de difficultés à faire vivre les choses. Et puis ici, vous voyez un autre aspect de cet ensemble de construction où la partie jardin continue à exister. C'est une autre vision de l'ensemble du territoire. Et ça, c'est un autre ensemble de construction également, où là aussi, on a remonté la partie de l'habitat au premier niveau. On a, y compris, fait des espaces de terrasses relativement importants. Et en dessous, ce ne sont que les parties qui vont permettre aux voitures de venir s'installer et sans prendre d'autres espaces tout autour, puisque ce que l'on veut aussi, c'est garder des parties de territoire non construites qui permettront aussi d'absorber un peu plus l'eau, puisqu'on doit aussi raisonner sur la façon dont les pluies qui peuvent à un moment tomber sur nos territoires puissent être mieux absorbées par le sol. Et au-delà de Saint-Pierre-des-Corps, j'ai voulu vous montrer comment un architecte, qui est M. Lacombe, a pu traiter ce sujet-là sur son territoire et d'une façon encore beaucoup plus large, dans le cadre d'un permis d'ensemble qui a été réalisé sur la commune de Romorantin, sur une rivière qui s'appelle la Sauldre, affluent du Cher, qui est lui-même un affluent de la Loire. Je le rappelle, on est toujours bien sur ce grand domaine de la Loire. Comment cet espace qui a été construit, vous voyez, c'est les habitations ici, et puis dans la partie centrale, vous avez tout à coup un grand fleuve, et tout autour, vous avez l'impression d'une cité lacustre. Eh bien, c'est lors de la crue de mai-juin 2016 que ce territoire a montré que la réflexion qui avait été menée par un architecte sur la conception du remplacement de l'usine Matra par un nouveau quartier, y compris comprenant une résidence pour personnes âgées, eh bien, le quartier a vraiment fait la démonstration de sa capacité à être vraiment totalement résilient.
Vous voyez, l'eau a vraiment pris sa place. Cette partie centrale a été conçue pour contenir l'eau. Cette partie également, qui sont des terrains qui entourent les bâtiments. Vous voyez que la partie habitée, elle se trouve juste au-dessus de l'eau. Les gens ont pu rester vivre à l'intérieur des appartements, regarder l'eau monter également. Vous les voyez ici en train de regarder. Et l'eau s'est arrêtée donc au niveau de l'ensemble des cheminements qui sont le long des bâtiments, alors que la crue était supérieure au seuil de référence qui avait été pris en compte pour traiter cette question. Donc voilà un exemple qui montre la façon dont on peut réfléchir, et par sécurité, et vous le voyez après la crue, après que l'eau se soit retirée, eh bien ce territoire qui vit dans de très bonnes conditions et pour lesquelles les habitants ont pu être totalement protégés. Il n'y a que la maison de retraite qui a été évacuée par mesure de précaution, mais je pense que c'est important. Alors pourquoi vous présentez cela? Bien parce que les maires sont les responsables, on l'a vu tout à l'heure, des permis de construire. C'est nous qui accordons ou non un permis. Et même si pour le moment toutes ces règles ne sont pas écrites dans les plans de prévention des risques d'inondation, c'est aussi à nous de réfléchir comment notre territoire devient plus résilient et comment on peut faire pour faire en sorte que demain, y compris lorsque l'on est soumis à une inondation, y compris après avoir été inondé, comment on ne reconstruit plus à l'identique de ce qu'était la construction auparavant, mais comment on construit en intégrant ce risque et en ayant la réflexion de l'avenir du territoire. Alors cela ne veut pas dire qu'on construit partout. Ici, c'est construire en zone inondable constructible. Je ne propose pas que là où c'est inconstructible, on recommence à construire. C'est pour qu'on soit bien clair sur le sujet. Et je pense qu'on a besoin maintenant de beaucoup d'équipes d'urbanistes, d'architectes, qui nous aident à réfléchir sur nos territoires, sur la façon de faire. Merci beaucoup. Marie-France Beaufils, sénatrice, maire. Une toute petite chose quand même, parce que je ne veux pas l'oublier, il y a un livre excellent sur ce sujet qui s'appelle « À tout risque, des territoires exposés se réinventent ». C'est de Frédéric Bonnet. Très bon outil de compréhension de ce que je viens de dire. Merci beaucoup. Transition toute trouvée pour donner la parole à nos deux prochaines intervenantes, deux dernières de cette matinée. Elles se sont posé cette question, comment prévenir, comment protéger des risques naturels en essayant d'améliorer l'habitat, en luttant contre l'habitat insalubre, et c'est une priorité à Mayotte. La parole donc à Charlotte Mussig de la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Mayotte et Marion Sibyllin, urbaniste au cabinet MZ Conseil. Bonjour à tous, merci également à la DL Réunion d'avoir organisé ces assises et de nous permettre de partager toutes ces expériences qui vont nous être utiles par la suite. Alors pour notre cas, on va vous présenter donc à deux voix avec le bureau d'études de MZ Conseil une méthodologie de priorisation par les risques dans les politiques de résorption de l'habitat indigne et quelques adaptations réglementaires que l'on propose de faire et que l'on fait dans le cadre des PPR, donc les plans de prévention des risques naturels. Alors quelques éléments de contexte tout d'abord pour bien comprendre dans quoi nous devons nous insérer à Mayotte et qui explique un petit peu les prises de position que l'on va vous présenter par la suite. Alors tout d'abord, Mayotte, c'est un territoire très contraint par les risques naturels. On doit notamment faire face et on cartographie les aléas d'inondation, de mouvements de terrain, de submersion marine, de séisme et d'érosion du littoral. Et donc vous avez la cartographie des aléas forts dont Mayotte est concernée, donc tout aléa confondu. Et on a donc 45% du territoire qui est couvert par un aléa fort et 92% par un aléa faible, moyen ou fort. Donc on a un territoire particulièrement contraint par les risques naturels. Parallèlement à ça,
on a des logements qui sont un parc de logements massivement et gravement dégradé, sans équivalent sur le territoire national. Pour vous donner quelques chiffres, c'est 76% de logements qui n'ont pas le confort de base, donc pas d'eau courante, ou pas de bain ou de douche, pas de toilette, pas de cuisine, ou d'une installation électrique dégradée, et ce qui correspond à environ 40 000 habitations, et 37% des logements que l'on dit de fortune, donc équivalent bidonville, qui correspond à 20 000 habitations. Donc c'est une situation qu'on ne peut pas, ne pas considérer à Mayotte. Et pour vous donner un chiffre également d'habitation en zone d'aléa fort, pour le cas de la CADEMA, donc la communauté d'agglomération d'Embeni-Mamoudzou, on a 4 380 logements de fortune en zone d'aléa fort, donc ce qui est conséquent. Donc quelques photos juste pour vous présenter. Donc par exemple ici, alors on a une ravine, là je ne sais pas si vous voyez, c'est des petites ravines comparées à ce que vous pouvez avoir ici à La Réunion. Néanmoins ça en est une, et on a des maisons en dur aussi qui sont construites dans la ravine, donc complètement. Et ici, la photo est prise depuis la ravine, et on a des maisons qui sont sur pilotis avec des pilotis qui sont au milieu de la ravine. Donc c'est des situations fréquentes à Mayotte. Donc face à cette ampleur, on est obligé de prioriser notre action, notre réflexion pour gérer ces situations. Et ceci découle d'une part d'un rapport du CGEDD de 2015 qui précise et qui demande la prise en compte dans les politiques publiques des familles, particulièrement lorsqu'elles sont exposées à des risques multiples, et que cela constitue une exigence prioritaire. À partir de cette posture a été traduite dans une doctrine locale au niveau de la DEAL qui a été rédigée en 2016. Et parallèlement à cela, de manière opérationnelle, une politique de priorisation, une méthodologie de priorisation, notamment par rapport aux risques, a été développée en partenariat entre l'ADEAL et le Bureau d'études et conseils dans le cadre des plans communaux et intercommunaux de lutte contre l'habitat indigne. Juste quelques mots sur les objectifs de ces PCLHI ou PILHI avant que je passe la parole à ma collègue. Donc, il s'agit de plans qui permettent une programmation à 5 ou 6 ans des actions en matière de lutte contre l'habitat indigne. Et c'est une démarche qui permet une vision globale et cohérente sur tout le territoire de Mayotte, d'autant que l'ensemble du territoire devrait être couvert par ces plans d'ici la fin de l'année 2017. Et il constitue bien évidemment une base de priorisation, une fois qu'ils sont élaborés, des projets au sein du comité technique départemental de résorption de l'habitat indigne. Voilà pour la présentation. Alors, juste un mot, donc je m'appelle Marion Sibilin, je travaille pour le Bureau d'études Musées Conseil. Juste un mot très rapidement pour nous présenter. On est chez Musées Conseil des urbanistes qui travaillons principalement sur la question de l'habitat indigne. On n'est absolument pas spécialiste risque naturel, mais il nous paraissait évident, au vu du contexte qui a été présenté par Charlotte, qu'il fallait prendre en compte cette question dans le repérage de l'habitat indigne, parce que c'est quelque chose à côté duquel on ne peut pas passer à Mayotte. Quand on a commencé à travailler sur les plans communaux à l'époque uniquement de lutte contre l'habitat indigne, en 2015, c'était un outil qui était encore assez récent, pour lequel il n'y avait pas vraiment de corpus constitué, d'exemples desquels on aurait pu s'inspirer. Donc on a essayé de réfléchir à une méthodologie qui croiserait les questions très urbaines de à quel type de quartier on a affaire, quel type d'habitat, quel type d'habitants, avec les questions de risques naturels. On s'est rendu compte qu'il y avait eu un travail à La Réunion, notamment dans le cadre du plan communal de résorption de l'insalubrité de Saint-Paul, où il y avait eu une analyse multicritère prenant en compte la question des risques naturels, sur laquelle on s'est appuyé pour construire notre méthodologie.
même si nous, on a élargi en ajoutant des critères plus urbains, plus qualitatifs, plus liés au type de quartier sur lequel on travaillait. Est-ce que c'est une périphérie? Est-ce que c'est un quartier central? Est-ce que c'est un quartier qui est dynamique et dans lequel des gens continuent à s'installer et quel type de construction? Est-ce que s'ils s'installent, est-ce que c'est des constructions précaires ou est-ce que c'est des constructions dures? Ça amène des solutions un peu différenciées sur le traitement de l'habitat indigne ensuite. Donc on a regardé, là vous voyez ce qui avait été travaillé dans le cadre du PCRI. On a pris un peu les mêmes bases pour travailler sur une analyse d'abord cartographique. Donc on a d'abord mis au point avec l'ADEAL un indice composite sous système d'information géographique qui agglomérait en fait les différents aléas et les différents niveaux d'aléas pour essayer d'avoir un repérage un peu dézoomé de où il était vraiment urgent d'agir sur le territoire. On a croisé cet indice risque naturel, qui était déjà lui-même une agglomération des différents types de risques, mouvements de terrain, etc., avec des questions qui sont liées à l'insalubrité. On a regardé par exemple l'accessibilité au réseau d'adduction d'eau potable. On a regardé la trame viaire. On a regardé le réseau électrique. On a essayé d'agglomérer tout ça dans cet indice composite qui a permis en fait de générer des cartes de vigilance. Donc, à quoi ça ressemble une carte de vigilance? Là, vous avez un exemple qui est donc issu du PILHI, du plan intercommunal de lutte contre l'habitat indigne de la CADEMA, qui est sur le village de Kaweni. Les points qui sont en noir, c'est les constructions de fortune. Ceux qui sont cerclés de rouge, c'est ceux qui sont en aléa fort. Parce que, en fait, le jeu de l'indice composite fait qu'à partir d'un indice composite supérieur à 7, on a au moins un aléa fort. Donc tous ceux qui sont cerclés de rouge sont sujets à au moins un aléa fort. Voilà, ça vous donne un peu l'ampleur du travail qui a réalisé sur la CADEMA et sur Mayotte, sachant que la CADEMA, donc l'agglomération de Mamoudzou et de Dembéni, ça représente à peu près entre un quart et un tiers du stock d'habitat indigne sur l'île. C'est des chiffres qui sont énormes. Cette analyse cartographique, évidemment, on ne s'est pas limité à ce travail derrière un ordinateur. Il a servi de guide à une enquête de terrain. Ça a permis de guider le travail au sol pour aller qualifier derrière les situations qu'on rencontrait et, comme je vous le disais, essayer d'avoir une approche, de croiser cette analyse risque, ces points de vigilance avec une analyse plus urbaine où on faisait des propositions ensuite à ici l'intercommunalité d'action, de traitement de l'habitat indigne. Si je reviens très rapidement sur la carte précédente, il était très clair, en fait, au vu de ces cartes de vigilance, très rapidement dans l'élaboration de ces documents, qu'il ne serait pas possible de reloger toutes les personnes qui sont concernées par ce double enjeu habitat indigne et risque naturel, de les reloger sur d'autres sites. C'est envisageable ni au vu des enveloppes dont on dispose pour la lutte contre l'habitat indigne à Mayotte avec une ligne budgétaire unique qui est assez contrainte. C'est pas possible non plus au vu des capacités, que ce soit côté État, côté commune ou côté bureau d'études, parce que c'est des sujets qui, même s'ils sont présents depuis longtemps, sont en train de gagner en importance dans les politiques publiques, et donc il y a encore des capacités à renforcer sur tous ces sujets-là chez tous les acteurs à Mayotte. Donc on a essayé de proposer des situations, des propositions de traitement un petit peu différenciées qu'on a soumises aux élus et aux techniciens des communes pour lesquelles on travaillait. Et ça aboutit dans le cadre donc avec la CADEMA à un travail un petit peu plus poussé sur la question, sur ces questions-là, où on a proposé en fait de différencier des sites pour lesquels, certes, on était sur des quartiers d'habitat indigne en risque naturel élevé, mais dans l'immédiat, on savait qu'on ne pourrait pas traiter tout de suite ces zones-là, et des zones au contraire où on préconisait une intervention très urgente. Ça a ensuite abouti sur le travail dont Charlotte va vous parler dans le cadre de l'élaboration du PPR.
Voilà, et donc sur le sujet, effectivement, pour rebondir un petit peu également sur la présentation précédente, nous aussi on est dans une démarche de pouvoir mieux construire en zone d'aléa. Et alors par contre, nous on va un petit peu plus loin parce que effectivement on le propose également en zone d'aléa fort, dans des sous conditions bien encadrées. Mais compte tenu du contexte et dans le cadre d'échanges qu'il y a pu avoir dans le cadre des PCLHI et également dans le cadre de la concertation autour des plans de prévention des risques, avec la commune de Mamoudzou notamment, de nombreux échanges ont eu lieu et ont mené à des propositions d'autorisation de démolition-reconstruction d'habitations en zone d'aléa fort de mouvement de terrain. Donc là, on parle du mouvement de terrain qui serait autorisé à surface de plancher égale et sans création de niveau supplémentaire et sans augmentation de la vulnérabilité. On a fait ce choix-là, d'une part compte tenu de la situation à Mayotte, mais également parce que les maisons à Mayotte sont plutôt de mauvaise qualité et qu'une démolition-reconstruction permettrait de fait d'améliorer la qualité de la construction et donc de diminuer la vulnérabilité des personnes qui s'y trouvent. Et évidemment, cette démolition est toutefois interdite si elle est consécutive à l'aléa considéré. Voilà. Donc ça, c'est une question qui, pour le moment on applique, que l'on applique comme cela, mais est en réflexion, notamment dans le cadre de ces habitats de type bidonville où cette proposition d'adaptation ne serait que partiellement opérationnelle, de réfléchir à sans augmenter la vulnérabilité donc des populations, sans augmenter le nombre de populations qui en allaient à fort, mais réfléchir dans le cadre d'opérations de résorption de l'habitat indigne à rester à nombre de populations égales dans la zone. Donc ça, c'est encore en réflexion et on se heurte notamment à des problématiques de mise en œuvre de cette mesure. Donc voilà l'état de nos réflexions actuellement. Merci beaucoup. Merci mesdames.